Poète de Arthabasca, Adolphe Poisson et ses ancêtres, nous commémorons avec René Baudouin. Aujourd'hui, René, vous nous parlez de Adolphe Poisson, le barde d'Arthabasca. Oui. Le barde, le poète. Le poète d'Arthabasca, c'est ça, mais on avait l'habitude comme ça de l'appeler le barde d'Arthabasca, en voulant dire effectivement ce poète, puisque le mot barde, B-A-R-D-E, c'est exactement un synonyme du mot poète. Et Adolphe Poisson, donc effectivement, c'était un poète. Il a vécu là à Arthabasca. Il a été très actif à Arthabasca. D'abord, disons qu'il est né... À quelle période? Alors, il est né à Gentilly en 1849. Et il est mort à Arthabasca en 1922. Alors, ça nous donne un peu sa période de 1849 à 1922. Et puis, il a été admis au barreau en 1873. Il est devenu donc avocat et il est devenu aussi registrateur d'Arthabasca en 1873, un poste qu'il a occupé jusqu'à sa mort en 1922. Et en fait, il avait simplement pris la relève de son père. Son père avait été le premier registrateur d'Arthabasca. Il faut juste se remettre dans le contexte aussi que là, en 1873, on est vraiment au début, en quelque sorte, des Bois-Francs. Les premiers occupants vont s'installer là en 1825. Et puis, le district judiciaire date des années 50, si ma mémoire est bonne. À tout le moins, c'est son père qui a été le premier registrateur. Et puis ensuite, lui a pris la relève après la mort de son père. Et lui-même a été registrateur jusqu'à sa propre mort, donc en 1922. Quand on parle de la fonction de registrateur, c'est qu'on prend note de tous les noms, de tous les des personnes? Oui, en fait, le registrateur, c'est une fonction judiciaire. Au palais de justice, on est registrateur. Et il s'est marié à Québec le 18 octobre 1882 à Amélie Côté. Amélie Côté, c'est la fille d'Augustin Côté, qui était un éditeur du Journal de Québec. Alors, il était vraiment, encore une fois, dans le monde des lettres, de l'écriture. Et c'est comme cela qu'il s'est mis, à un moment donné, à écrire. Et par exemple, en 1880, il a publié Chants canadiens, il a publié aussi Les Heures perdues, il a publié aussi d'autres œuvres comme ça. Et puis, les œuvres qu'il a publiées ont fait de lui, donc, ce barde, de le surnommer ce barde d'Arthabasca, parce qu'en même temps que sa fonction judiciaire, eh bien, il écrivait comme cela chez lui dans ses temps libres, à la lueur du fanal, probablement. Il a peut-être connu M. Lajoie aussi, Gérin Lajoie? Oui, très probablement, parce que Gérin Lajoie, lui, étant mort en 1882, si ma mémoire est bonne, bien, probablement que oui, ils se sont côtoyés. Et puis, ça, je ne sais pas, mais on peut présumer, on peut l'imaginer, effectivement. Et puis, alors, les critiques en poésie, les historiens de la poésie disent que font un peu deux catégories de poètes. Il y a les poètes qu'on appellerait les poètes majeurs, hein, dans lesquels on a Pamphile Lemay, dans lesquels on a Néré Beauchemin, dans lesquels, donc, on a un certain nombre de poètes comme ça. Et puis, il y a les autres poètes, parmi lesquels se trouve Adolphe Poisson. Alors... Et les ancêtres de M. Poisson. Oui, les ancêtres de M. Poisson. Alors, ça aussi, c'est vraiment un ancêtre d'ici. En fait, tous les poissons du Québec prennent leur source d'ici, de la région, puisque... Ils ont un seul ancêtre? Oui, il y a un seul ancêtre qui s'appelle Jean Poisson. Et Jean est originaire de Mortagne, au Perche. Alors, on a encore ici, là, on est rendu avec un deuxième percheron depuis le début de la série. Et puis, lui aussi, on a sa date de naissance qui a été conservée. Il faut dire qu'on a Mme Mortagne, Mortagne en France, qui, elle, avait fait énormément de recherches dans les registres paroissiaux pour toute la région du Perche. C'est pour ça qu'on a une belle documentation sur les ancêtres qui sont originaires du Perche. Alors, lui est baptisé le 3 octobre 1618. Alors, tous les poissons, le 3 octobre, sur le patio, on fait un barbecue, et puis on souligne. Oui, puis en plus, c'est un de mes ancêtres, moi, Jean Poisson, puisque il y a un de ses fils qui s'appelle François. Toutes les filles à François et les fils de François se sont mariés avec les enfants de mon ancêtre. Alors, vraiment, ça patauge ensemble, ça. Alors, donc, il est originaire de la paroisse de Saint-Jean-de-Mortagne. Il a été baptisé le 3 octobre 1618. Et là, il est venu faire un premier séjour en Nouvelle-France. Il avait 29 ans. Entre 1637 et 1643, probablement, donc pendant cette période-là d'à peu près 5 ans, il a vécu ici, en Nouvelle-France. Et il a tellement aimé le bateau pour s'en venir, qu'il a repris le bateau pour s'en retourner là-bas au Perche, et c'est là qu'il a rencontré Jacqueline Chambois. Moi, j'imagine qu'ils ont dû s'envoyer un mot par Internet, là, ou quelque chose comme ça. On est en 1643. Alors, il s'en retourne donc en 1643 au Perche, à Mortagne. Et là,
il va épouser Jacqueline Chambois. Là, lui, à ce moment-là, il a 26 ans. On est en 1644 lors du mariage, le 8 mai 1644. Il a 26 ans, elle en a 21. Puis là, ils vont se marier ensemble. Ils vont avoir là-bas en France des jumelles en 1645. Tout de suite, donc 1 an après le mariage, les jumelles viennent au monde. Et 2 ans plus tard, puisqu'à l'époque, le rythme des naissances, c'est aux 2 ans qu'on avait des enfants, 2 ans plus tard, naissent le 5 février 1647, naît Jeanne, donc leur 3e fille qui s'appelle Jeanne. Le 5 février 1647, ils sont en France. Le 19 septembre suivant, ils sont ici en Nouvelle-France. Ça veut dire que tout de suite au printemps, avec un petit bébé qui s'appelle Jeanne, qui est peut-être âgé de 2 mois, de 3 mois, ils décident de reprendre le bateau avec une des 2 jumelles, parce que la deuxième est morte. Donc, le père, Jean Poisson, la mère, Jacqueline Chambois, une des 2 jumelles, celle qui a survécu, et puis la petite Jeanne, qui, elle, a 2 ou 3 mois. Ils s'embarquent dans le bateau encore pour 2 mois de traversée. Et les traversées à cette époque-là, ce que nous rapportent les textes, les récits, c'est de dire que c'était insupportable ce roulis qui n'arrêtait pas, donc un roulis incessant comme ça qui faisait qu'à ce moment-là, on avait toujours un mal de cœur. Moi, j'imagine toujours quand je vois les familles arriver comme ça de la Nouvelle-France, de France pour venir s'établir en Nouvelle-France, moi, j'imagine toujours la mère avec le petit bébé de 2 mois qui essaie de le calmer, hein, excusez la main comme ça. Entre deux... Oui, entre deux comme ça, puis qui essaie de le calmer en lui disant, ben non, arrête de pleurer, on est à la veille d'arriver. Hein? Imaginons, nous, les enfants des automobiles, là, puis on n'est pas si tôt partis, ils disent, on arrive-tu? On arrive-tu? Puis là, on vit dans cette promiscuité qui est celle du bateau, avec le petit qui n'arrête pas de pleurer parce que sa seule manière à lui d'exprimer qu'il est tanné de se faire brosser comme ça, c'est en criant et en pleurant, puis l'autre qui essaie de la calmer, puis elle sait qu'elle a encore 1 mois et demi de voyage à faire. C'était sans doute quelque chose d'épouvantable de faire cette traversée-là. Et donc, le 19 septembre 1647, ils sont déjà arrivés ici. Depuis quand? Peut-être quelques semaines auparavant, puisqu'on n'a pas de documents qui nous disent à quel moment précisément ils sont arrivés, mais on sait que c'était l'été 1647. Là, ils s'installent à Québec pour 2 ou 4 ans à peu près. Puis ensuite, il s'achète une terre au Cap-le-Madeleine en 1651. Puis là, il se casse un bras. Et il se casse un bras puisqu'il y a un canon qui a crevé lors de la procession du Saint-Sacrement, ce qui fait qu'il se retrouve 6 mois à ce moment-là à l'hôpital à cause de son bras cassé. Et en 1652, l'année d'après, il se fait massacrer par les Iroquois. Parce que là, on est à Trois-Rivières, on est dans le fort de Trois-Rivières, on est incapable à peu près de vivre à l'extérieur du fort de Trois-Rivières à cause des Iroquois. Et puis... Les autres sont installés au Cap. Ils ont leur terre au Cap-la-Madeleine, mais ils vont vivre au fort de Trois-Rivières parce que là, c'est plus vivable au Cap-la-Madeleine. Okay. Il faut pouvoir vivre à ce moment-là au fort. Et là, il part avec le gouverneur puis avec d'autres pour aller vraiment brasser les Iroquois. Ils partent le 19 août et puis là, on n'entend plus parler après ça. De sorte que le 23 août, quelques jours plus tard, ils s'en vont sur les lieux, les Trifluviens vont sur les lieux du massacre, trouvent un bouclier iroquois sur lequel c'est marqué le nom de Poisson. Jean Poisson avait été tué lors de ce massacre de 1652. Toutes des histoires vraiment intéressantes. Merci et à la prochaine. Merci.